Je suis venu là en mode compétition, il va falloir se battre, travailler très dur. Raphaël est arrivé 18ème en passe à l'université Paris-Cité. C'est un crack. Je me suis préparé à quelque chose de très difficile. Mais très vite, ça a été la galère. Au bout de 2-3 jours, j'avais déjà la flemme de bosser quoi. Le semestre 1 a été une véritable descente aux enfers. Et du coup, j'ai passé tout mon premier semestre à travailler tout seul chez moi, même pas en BU. Et donc du coup, ça a été très dur. Mais il ne s'est pas découragé. En médecine, le travail est déterminant plus que tout, c'est le facteur le plus important. Ce que je fais, c'est incroyable, je travaille 12 heures par jour, c'est énorme et j'arrive quand même à le faire. Ouais, ça donne de l'estime de soi. Dans cet épisode, Raphaël nous dévoile énormément de secrets. Ouais, c'est aussi ça qui est dur en médecine, c'est qu'on n'est pas tellement encadré, on est un peu abandonné à nous-mêmes. Donc d'abord, c'est super, et que dans ces moments-là, c'est justement là où on fait la différence, c'est là où nous, on s'arrête. Tu vas voir qu'en période de révision, il a totalement adapté sa méthode pour cartonner le jour J. Je t'en dis pas plus, viens écouter son témoignage. Déjà, est-ce que tu as toujours été bon? Est-ce que tu as toujours été dans le top 3 de ta classe des lycées? Ouais, j'ai toujours été Ouais. en la classe depuis le collège, ouais. Et t'étais genre branleur avec des facilités ou t'étais bosseur? J'étais plutôt bosseur, le temps de mes parents, je travaille pas mal. Depuis le collège, je travaillais un petit peu. J'étais plutôt stressé comme élève, donc plutôt bosseur, ouais. Mais sans plus, un bosseur pour le collège et le lycée, c'était pas grand-chose, mais plutôt bosseur. Ça veut dire quoi alors bosseur? Je bossais un peu tous les soirs et le week-end un petit peu aussi, quoi, mais régulièrement, quoi, mais pas beaucoup en quantité. Genre 1 heure, 2 heures par jour minimum? Bon, plutôt maximum, plutôt maximum. Et est-ce que quand t'es en classe, t'es super attentif? Quand j'étais au lycée, Ouais. que les matières que j'aimais. Non, il y avait des matières tout très communs, là, ça passait un petit peu à la trappe. J'étais là sans être là, je bavardais. J'étais bosseur pour les contrôles, pour avoir des bonnes notes, mais j'étais pas spécial. J'étais proactif dans les matières qui me plaisaient, donc les matières scientifiques. Mais non, le reste, sans plus. Tu penses que ces facilités-là ont été déterminantes pour garder un super classement après pour ta passe ou t'as dû totalement changer ta façon de faire? Je pense que les facilités, ça aide, c'est sûr. On peut pas le nier. Par contre, contrairement à d'autres études, comme par exemple, même si je l'ai pas fait, hein, j'imagine les prépas, tu vois, les prépas scientifiques, où là, il y a vraiment une intelligence scientifique à avoir. En médecine, le travail est déterminant plus que tout, c'est le facteur le plus important. Et il y a beaucoup de par cœur. Donc, bien sûr qu'il y en aura qui auront peut-être, il y en a qui auront peut-être voilà, une meilleure mémoire, une meilleure capacité d'apprendre, mais c'est le travail qui va plus jouer qu'autre chose. Donc, je pense que c'est pas les études ou les facilités sont le plus déterminantes. Bien sûr que ça aide, mais je pourrais pas dire à quel point. Et tes copains avec qui tu bossais, ils étaient aussi dans le top 5 de ta classe ou ils étaient plutôt en bas? Il y avait un petit peu de tout, J'ai des potes qui n'ont pas réussi, d'autres qui ont plutôt bien réussi, d'autres qui ont très très bien réussi, comme moi, mais c'était très variable, très variable. D'accord. Le Moi, premier je semestre, parlais j'ai du travaillé lycée. tout seul, et ensuite j'ai travaillé avec des copains. Non, mais je parlais plutôt du lycée parce que, Ah tu vois, pardon. moi, je me souviens, Ouais. je me souviens très bien, tu sais, genre, on est deux à papoter. En fait, il y en a un qui va réussir le contrôle et l'autre non. Et je sais que des fois, j'étais celui qui allait pas réussir parce que j'étais à fond dans la conversation et dans la Ouais, déconne. Après, si tu bosses pas derrière, eh ben, tu te rétames, quoi. Toi, ouais, est-ce que moi t'as... c'est un peu ça. C'est un peu ça, parce que du coup, ceux qui Ouais, bavardent, il y a soit ceux qui réussissent bien et qui peuvent se permettre de bavarder, soit ceux qui bavardent tout ouais. court, quoi. Donc du coup, il y avait un peu de ça, ouais. Bon, c'est bien. Et t'as toujours voulu faire médecine? Non, alors moi, de base, je voulais être pompier. Bon, c'est toujours le cas, mais c'était vraiment mon projet de vie. Et du coup, je suis passé un peu par plein de stades. Je voulais faire officier de l'armée, parce que les pompiers à Paris, c'est l'armée. Donc, je voulais faire Saint-Cyr. Et ensuite, j'ai découvert que ce qui me plaisait le plus chez les pompiers, c'était la partie secourisme, vraiment, donc qui est plus en lien avec la médecine finalement. Ce qui allait me plaire le plus dans le métier de pompier, c'était vraiment cette partie-là. Et donc, du coup, maintenant, mon projet, c'est d'être médecin-pompier. Et ça fait environ depuis que j'ai 12-13 ans que j'ai pensé à ça. Donc, j'ai fait mon stage de 3e chez les pompiers. J'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers de Paris ensuite au lycée. Et c'est vraiment ça qui m'a motivé derrière pour médecine, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît est-ce qu'il y a quelque chose dans le côté humain qui te plaît dans le secourisme? Tu te sens utile? C'est quelque chose... Est-ce que tu as eu un déclic? Ouais, carrément, carrément. Bah, le côté aide à la personne qui est. Je pense que tous les métiers ont quelque part une utilité sociale, mais celui-là, le métier de médecin, on le voit directement, quoi. Ou dans le secourisme, quand on est pompier, directement, on voit qu'on a servi à quelque chose, et je pense que c'est très gratifiant. Le côté altruiste, voilà, je pense que c'est Ouais. vraiment ce qui m'a plu, quoi. Et la médecine, enfin les médecins urgentistes, est-ce que tu connais cette spécialité? Parce que ça pourrait répondre à tes attentes, à tes Ouais. envies. Écoute, pour faire le métier que je veux faire, j'ai un peu deux choix, soit la médecine d'urgence, comme tu dis, soit la réanimation. Donc, a Oui, priori, ah bah j'irai ça. plutôt en réanimation. C'est ce qui me fait le plus envie pour l'instant, parce que c'est une médecine un peu plus précise et scientifique, alors que les urgences, c'est plus général. Mais on verra bien avec les stages ce qui me plaira plus tard. La réanimation, ouais, c'est aussi c'est de la plomberie, hein. Ouais, un petit Tu peu, ouais. verras. D'accord, donc
Donc une passion qui naît, très tôt et qui te quitte plus jusqu'à, Parcoursup. Ouais, exactement. Tu mets quoi comme choix Parcoursup et pourquoi PASS et pourquoi UP? Alors, sur Parcoursup, donc du coup, comme j'ai dit, c'est médecine mon projet, donc c'est médecine qui passe en premier. Donc je mets les 5 facs d'Île-de-France qui comptent que pour un choix, comme on m'a bien expliqué. Donc je mets ça pour être sûr. Et ensuite, je mets un peu des facs partout en France, comme ça, un peu au hasard. Donc Montpellier, Strasbourg, Bordeaux, toutes les grandes villes de France. J'en mets un peu partout, un peu au pif sans me renseigner particulièrement. Et je mets aussi des prépas, parce que voilà, je suis en maths physique au lycée. Donc a priori, si je fais en médecine, j'irai en prépa. C'est quand même ce qui me plaît comme matière. Même si mon choix est fait, je veux aller en médecine. Et voilà, on cherche toujours à mettre des plans B et des plans Z pour avoir un truc. Ensuite, pourquoi PASS? Parce que je m'étais pas tellement renseigné sur l'AS et on me l'avait présenté comme quelque chose pour ceux qui ne savaient pas trop, ceux qui hésitaient. Alors que moi, au contraire, j'étais sûr de moi. Je savais que je voulais être médecin. Donc du coup, je me suis dit, PASS, c'est ce qu'il me faut. C'est en gros le tapis rouge, la voie d'accès royale, sans trop en savoir plus. Et j'ai compris plus tard ce que c'était vraiment que passer l'AS en fait. Et pourquoi UP? Parce que du coup, comme je l'ai dit, j'étais en maths physique au lycée. Même maths expert en option en terminale. Et c'est vraiment les matières où je m'épanouissais, où je me plaisais, qui me plaisaient, pardon. Et on m'avait dit, avec tous les étudiants à qui j'ai parlé, parce que du coup j'ai beaucoup téléphoné à des étudiants pour avoir des infos sur les facs, que UP c'était la fac la plus scientifique, la plus, voilà, un peu moins par cœur et un peu plus réflexion. C'est ce qu'on m'avait dit. Donc c'est pour ça que j'ai choisi UP. Et avec le recul, si quelqu'un te venait de voir, un terminal venait de voir, il veut faire médecine et il hésite entre PASS et LAS, qu'est-ce que tu dirais? C'est très personnel comme choix. S'il est sûr qu'il veut faire médecine, pour moi, c'est un meilleur plan de faire passe. Parce que tout simplement, en LAS, ça va juste prendre plus de temps. Donc si jamais il réussit pas à la fin de sa passe, bon bah il ira en LAS 2 et voilà. Par contre, s'il commence par LAS, pour réussir à la fin de la LAS de première année de rentrer en médecine, c'est un pourcentage infime, il faut être dans les 5% premiers au moins. Donc c'est super dur, alors qu'en passe, ils en prennent quand même entre 10 et 30%, en moyenne 20%, quoi. Quoi qu'il arrive, si jamais il réussirait pas sa passe, il se retrouverait en LAS 2 et il n'a pas réellement de chance d'intégrer médecine avant de faire 2 ans de LAS. Donc Hmm. autant tenter sa chance en passe. Donc t'as ton résultat Parcoursup, j'imagine, assez tôt. Ouais, T'avais quoi comme mention au bac? j'ai eu très bien avec les stations du jury. Bon. Est-ce que tu savais que statistiquement, t'avais plus de chances de réussir Tu veux dire la pas plus passe? d'une bonne mention au Avec bac? la mention, Ouais. ouais. Oui, j'ai Ça entendu cette rassure? là, mais j'étais très très prudent parce que comme j'étais un bon élève, on me disait, voilà, on me disait si tu réussis pas, qui réussira, des phrases comme ça, parce que les gens savaient que j'étais bon élève. Moi, ça me plaisait pas plus que ça, parce que ça me mettait un peu la pression. Et chaque personne est différente, c'est un concours, il y a du hasard. J'étais pas particulièrement rassuré. J'étais pas du tout confiant en arrivant en passe, plus que les autres, malgré mes bons résultats que j'ai eus pendant ma scolarité. Donc du coup, je m'attachais pas trop à ce genre d'histoire. Et est-ce que tu as pris une prépa? Ouais, j'ai pris une prépa, ouais. Et pourquoi? Et ben là aussi, j'ai beaucoup appelé d'étudiants pour savoir un peu ce qu'il fallait faire. On m'a parlé de 2 choses, du tutorat qui était fait par les étudiants et la prépa par des profs, par des professionnels. Et on m'a tout de suite expliqué par des pourcentages, et là pour le coup, je m'attachais aux pourcentages, vraiment aux probas, aux statistiques, quoi, qu'avec une prépa, j'avais plus de chances de réussir. Donc je me suis pas vraiment posé plus de questions. Mes parents aussi m'ont beaucoup supporté là-dedans. Ils m'ont accompagné en me disant que ça valait le coup. C'était que pour un an, qu'il fallait faire cet effort financier-là, qui est quand même très important. Je me suis vraiment dit que c'était fait par des profs qui étaient donc professionnels dans ce qu'ils faisaient et donc qu'il fallait le faire. En fait, on me l'a presque vendu comme quelque chose qui serait pas possible sans prépa. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai fait sans vraiment plus réfléchir. Est-ce que tu as des amis qui ont passé sans prépa, qui ont réussi le concours sans prépa? Ouais, j'ai une de mes meilleures amies actuellement qui a fait un 45e, il me semble, sans prépa, avec le tutorat. Elle est complètement anti-prépa, bien sûr, elle prône le tutorat à fond. Et elle est super forte. Elle est super forte. Donc, on a beaucoup de discussions au sujet de ça. Ouais, moi j'ai interviewé plusieurs étudiants qui ont réussi sans prépa. Ouais. Et celle de mémoire qui avait les meilleurs scores que j'ai interviewé, c'est Pascaline, 20e sans prépa, qui était je crois qu'elle bossait 12 heures par jour, une machine. Ouais. Une machine. Ah, il faut au moins ça. Ouais. Petit coucou à toi, Pascaline. Ouais. Voilà, vous pouvez retrouver son témoignage. Bravo. T'es admis à UP en passe, t'as pris ta prépa, arrivent les vacances. Est-ce que t'es en mode je kiffe ou tu commences un peu à travailler? Non, alors, sur recommandation des gens que j'ai appelés qui ont fait médecine avant moi, je kiffe uniquement. Donc, je fais absolument rien. Alors, je fais quand même la pré-rentrée. Je fais la pré-rentrée, donc qui commence mi-août. Mais par contre, avant ça, voilà, je prends du temps pour moi, avec ma famille, mes amis. Je fais du sport, je fais tout ce que j'aime et rien de travail.
Donc arrive la pré-rentrée, c'est à peu près à la mi-août, c'est ça? Ah, Et ça dure 2 semaines? ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait exactement à la pré-rentrée? Est-ce que tu la recommandes? Est-ce que c'est là où tu as pu un peu goûter les matières ou les méthodes de travail? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Pour le coup, la pré-rentrée, pour moi, c'est un indispensable. C'est quasiment aussi important que la prépa pendant l'année. Autant, voilà, il y a des propositions qui font les prépas, parfois, faire des prépas en terminale, ce que moi, j'ai pas fait, ou en première même, ou des stages intensifs pendant les vacances. Ça, pour moi, c'est pas forcément utile. Ça peut vous rassurer, ça peut vous donner des méthodes, mais c'est pas réellement utile. Par contre, la pré-rentrée, c'est un indispensable, parce qu'en fait, c'est triste à dire, mais ça nous donne presque pas de l'avance, c'est plutôt qu'on n'a pas de retard. Il y a tellement de personnes qui font cette pré-rentrée, tellement de personnes qui commencent à travailler mi-août, que c'est comme si vous commenciez après 2 semaines après tout le monde. Et comme c'est un concours, on n'a pas le choix pour faire cette pré-rentrée. Ce qu'on fait en pré-rentrée, il y a en fait surtout les matières dites de réflexion. Parce qu'en gros, en médecine, il y a énormément de par cœur, c'est quasiment que ça. D'ailleurs, même les matières de réflexion se fondent beaucoup sur du par cœur. Mais effectivement, il y a des matières plus compliquées à comprendre où on a besoin de profs pour nous l'expliquer. Il ne faut pas juste bêtement apprendre des informations par cœur. Et donc, c'est ces matières-là, donc en particulier physique, chimie, biologie cellulaire, qui est l'équivalent de la SVT, et biochimie, qu'on va voir en pré-rentrée. Et donc, en fait, on voit des fiches qu'on verra plus tard dans l'année, on prend de l'avance tout simplement. Et on a même un concours blanc à la fin de la pré-rentrée pour se mettre en condition. Donc ça, pareil, c'est des entraînements bonus qui sont super à faire. Tu t'es fait des potes à ce moment-là? Sans plus. Je me suis fait des potes, voilà. Mais voilà, potes. Pas d'amis ou quoi. Donc des connaissances, des potes, voilà, on est un peu stressé, on discute, mais pas suffisamment pour ensuite travailler avec eux au premier semestre. Plusieurs fois, tu as dit que tu avais interrogé des étudiants. Comment tu les as trouvés? Là, pour le coup, faut se creuser la tête. Donc, faut demander aux frères et sœurs de ses potes. Il y a beaucoup de vos potes qui ont des grandes sœurs ou des grands frères qui ont fait médecine. Ça peut arriver. Et sinon, dès que vos parents ont des invités chez vous, vous demandez, mais ils font quoi aux enfants? Et un jour, ils feront médecine. Et dès qu'il y a un truc comme ça, il faut demander le contact. Il faut vraiment être proactif là-dedans pour appeler le plus de monde possible, pour avoir le plus d'infos possible. Moi, j'avais aussi la chance, je vais pas le dire, dans ma famille, d'avoir quelques médecins dans ma famille très lointaine. Mais pareil, du coup, je pouvais les appeler. Après, faut faire gaffe parce que ceux qui ont fait médecine et qui ont 50 ans, ils sont moins au jus de ce qui se passe actuellement. Mais ça reste toujours intéressant, hein. Mais c'est mieux d'avoir des étudiants, voilà, ou mieux qui sont post-réforme, parce qu'il y a eu une réforme il n'y a pas très longtemps. Et en tout cas, voilà, des étudiants relativement jeunes, quoi. Merde, je me sens plus du tout dans cette catégorie-là. Et puis, est-ce Me qu'on... demandez pas de conseils, hein, je vous dirai que de la Ouais, merde. voilà. Est-ce que pour toi, cette période de questionnement, de mieux comprendre ce qui allait t'attendre, est-ce que ça t'a juste rassuré ou finalement ça fait partie aussi de ta réussite? Je pense que ça fait partie de ma réussite parce que je me suis préparé à quelque chose de très difficile. En fait, j'ai parlé à beaucoup de monde, donc j'ai eu beaucoup d'infos différentes, mais j'arrivais pas vraiment à me les imaginer. C'était quelque chose de très flou. Je suis arrivé avec beaucoup d'innocence finalement en passe. Je savais pas tellement ce qui m'attendait malgré toutes ces personnes que j'ai appelées. Ce que je savais, c'est que ça allait être très dur, j'allais devoir beaucoup travailler. Et donc, je suis vraiment arrivé avec beaucoup de détermination. Je savais que ça allait être dur, qu'il allait falloir passer cette année. Je suis pas venu là en me disant que peut-être que ça allait être intéressant ou chouette. Je suis venu là en mode compétition envers moi-même. Je veux dire, il va falloir se battre, travailler très très dur pour réussir. Ça va être pas forcément le bon moment, mais c'est pas grave, c'est le processus. Finalement, même si j'appelais toutes ces personnes, toutes les infos qu'ils m'ont données, c'était un petit peu presque anecdotique. Ça m'amusait de les entendre. C'était intéressant pour moi, mais j'arrivais pas parce que j'ai pas eu en fait des méthodes de travail, des emplois du temps type. C'était plutôt des infos un petit peu éparpillées sur les matières, sur ce que j'allais faire, mais rien de très précis. Et du coup, j'arrivais pas vraiment à me les imaginer, quoi, ces informations. Rien de mieux que d'être directement dans le bain et de voir un petit peu à quoi ça ressemble en vrai, quoi. Ouais. Alors, maintenant, après ce petit échauffement de près de 15 minutes, on va passer au semestre 1. On va même arriver le jour de la rentrée. Est-ce que tu as essayé d'aller en cours à la fac ou directement tu étais en mode sur la plateforme numérique? Comment tu as choisi tout ça? Alors ça, c'est la grande question que posent tous les étudiants, c'est est-ce que d'aller en... Il y a combien de temps tu travaillais? Et la deuxième question, c'est est-ce que d'aller en cours? Ça, c'est les deux questions de tout le temps. Alors, je suis allé à la pré-rentrée de la fac, enfin plutôt dans la réunion d'information de la fac, juste pour voir un petit peu, pour avoir les dates de concours, comme ça, un petit peu en touriste. Et j'y ai plus jamais remis les pieds parce que on m'a... Mais voilà, c'est aussi absolu que ça. On m'a fait comprendre que c'était pas le meilleur plan. Alors voilà, là, c'est pas, on me disait, bon, essayez quand même. Peut-être que vous avez une mémoire auditive, on me parlait de ça, je sais pas tellement ce que ça voulait dire. Peut-être que si vous écoutez bien les profs, vous pouvez apprendre. Mais au fond, je comprenais que c'était pas la meilleure stratégie. Parce qu'en fait, on a tellement de cours à apprendre que écouter les profs, c'est... En fait, si on est vraiment
proactif et que quand le prof parle, on est déjà en train d'apprendre, ça peut aider. Mais si un prof récite un diaporama très compliqué d'anatomie, très très technique, on ne peut pas apprendre en même temps que le prof, on peut juste l'écouter au mieux. Et donc, du coup, on est déjà en train de perdre du temps presque. Alors, c'est un truc de fou à dire comme ça, parce que c'est un monde de fou. On peut même plus écouter les profs, on n'a plus le temps pour ça. Mais c'était ma vérité, ou en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Je me sentais vraiment plus efficace à travailler sans aller en cours. Après, il y a un laps de temps entre le moment où le prof fait son cours et le moment où la prépa l'actualise. Parce que du coup, on n'apprend pas sur les cours de l'année dernière. Les cours changent chaque année. Donc, la prépa s'adapte aux nouveaux cours. Au début de l'année, je me connectais quand même en Zoom pour avoir les premiers cours. Parce que la prépa n'avait pas encore actualisé ces nouvelles fiches de cours. Donc, je voulais pas prendre de retard. Donc, j'ai écouté pendant 1 semaine, 2 semaines au début du premier semestre. Et c'était carrément intéressant. J'aurais même aimé y aller toute l'année. Mais je savais que c'est pas comme ça que j'allais réussir. Pour moi, c'était une façon d'esquiver la difficulté. Parce que écouter un prof, c'est agréable, c'est intéressant. Ça peut même être passionnant si le prof est bon. Mais on n'est pas vraiment en train de travailler. Alors déjà, une chose, pour ceux qui utilisent le tutorat comme accompagnement, il y a aussi une actualisation qui est faite par le tutorat, hein, vous inquiétez pas. Mais il y a toujours un laps de temps de toute façon entre le cours et le tutorat ou le cours et l'actualisation par la prépa. Donc c'est à peu près pareil. Ouais. Deuxième chose, est-ce que tu as parlé de Zoom? Je pensais qu'à UP, c'était un portail numérique qui s'appelait le Moodle. C'est plus ça? Ou tu Ah disais oui, Zoom pour pardon, les non, cours c'est de bien ta ça du prépa? langage. Non, c'est un portail Moodle. T'as raison, t'as raison. Ouais. Oui, ok, d'accord. C'était une petite question comme ça, ok. T'étais dans quel état d'esprit quand t'es arrivé en passe au semestre 1? Est-ce que t'étais en mode warrior? Tu m'as dit oui, t'étais extrêmement motivé. Et est-ce qu'il y a eu un moment de prise de conscience, de difficulté après cette énergie forte que t'avais? Ouais, ben en fait, c'est assez particulier parce que, comme je te racontais au début de l'entretien, ben, j'étais hyper motivé depuis longtemps. C'était mon rêve, c'était hyper important. J'en parlais à tout le monde. C'était un peu toute ma vie, c'était ma motivation. Et du coup, j'étais très, très motivé. Et à la fois, le fait d'en parler et tout ça, on s'excite tout seul, on croit que ça va être incroyable et tout. Et quand on arrive, il y a la dure réalité de faut travailler beaucoup, souvent un peu seul, on va pas forcément en cours. C'est un peu la douche froide parce que du coup, je suis arrivé un petit peu innocemment, très très motivé, carrément en mode warrior, mais sans vraiment m'attendre à autre chose que beaucoup travailler. Mais je savais pas quelles allaient être les modalités de ce travail. Et quand j'ai vu qu'en fait, il fallait juste, bah c'est ça, juste travailler des trucs plus ou moins intéressants, des cours plus ou moins intéressants, beaucoup, tous les jours, ça m'a beaucoup démotivé. En fait, cette motivation, cette excitation, je l'ai très très vite perdue. Au bout de 2 3 jours, j'avais déjà la flemme de bosser, quoi. Alors, c'est pas pour autant que je me suis arrêté de bosser, mais vraiment pas. Mais au bout de, ouais, vraiment au bout de 3 jours, c'était la douche froide. Je me suis dit, ah, mais attends, mais c'est affreux, faut travailler à fond, c'est nul, ça me plaît pas. Et là, je me suis rappelé qu'en fait, cette première année, elle est pas censée être si drôle que ça, que c'est pas grave. Pour moi, ça faisait partie du processus. Et du coup, voilà, quand ça allait bien, j'en profitais. Et quand ça allait mal, je me disais que c'était normal, que ça faisait partie de l'histoire, quoi. Moi, je me croyais un peu dans un film de super-héros, en fait. Je me disais que quand ça allait mal, bah, c'est un peu ridicule à dire comme ça, hein, mais quand ça allait mal, je me disais que c'est le moment où Batman, il est un peu au plus bas, mais à la fin du film, il réussit quand même, donc c'est pas grave. Ça fait partie du truc. Et que peut-être que les autres qui se sentent mal, parce que pour le coup, j'avais conscience que tout le monde passait plus ou moins par des états bah voilà, des états un peu plus déprimés et tout. Et que dans ces moments-là, c'est justement là où on fait la différence. C'est là où nous, on ne s'arrête pas de travailler. Ça arrive de passer par des moments comme ça. On peut prendre un petit peu de temps pour nous. Et ensuite, on se remet à travailler. Et c'est ça qui fera la différence. T'as jamais souffert de la solitude? Si, beaucoup. Ben, comme je t'ai dit, en pré-rentrée, j'ai pas réussi à créer des liens très solides avec les gens. Parce que, voilà, on écoute les profs. Les cours, ça va très vite. C'est plus le lycée, ça va vraiment plus vite. Les matières à réflexion, du coup, elles sont techniques. Hein. C'est pas les matières par cœur qui s'apprennent finalement. C'est long à apprendre, mais facile à comprendre. Là, c'est aussi difficile à comprendre, quoi. C'est de la physique et de la chimie pas si simple. Donc, du coup, on écoutait les profs, on était attentifs. Et finalement, on n'avait pas tellement de temps pour parler entre nous. À part de nos petits stress en disant, dis donc, pourquoi tu fais médecine, toi, mais sans plus, quoi. Et du coup, j'ai passé tout mon premier semestre à travailler tout seul chez moi, même pas en BU. Et donc, du coup, ça a été très dur. Je travaillais dans ma chambre, à l'endroit où je dormais. Donc, en fait, je bougeais pas tellement de ma chambre. Et ça, c'était carrément la déprime, ouais. Parce que du coup, j'étais très seul. Alors, par contre, j'étais très entouré de mes parents. Donc, ça fait carrément la différence. C'est super. Mais ça remplace pas non plus des amis. C'est autre chose, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, énormément de motivation au début, mais en fait, c'était un feu de paille. Perte de motivation qui arrive très vite, la Ouais. solitude qui est pesante, et pourtant, tu as fini 18e. Donc, en fait, tu as dû être extrêmement discipliné de te transformer un petit peu en robot, en Batman robot. Ouais, ouais, carrément. Mais en fait, c'est bizarre à dire, mais je prenais presque du plaisir dans cette discipline
parce que finalement, c'est très, très gratifiant de faire tous ces efforts et de chaque jour se dire j'ai réussi, j'ai fini ma journée et demain ça recommence. Donc, des fois, en fait, ça dépend. Ça peut provoquer une petite déprime du soir de oh là, demain ça recommence, faut que je me relève, faut que je recommence à faire tout ça. Ou parfois, c'est trop cool, ce que je fais, c'est incroyable, je travaille 12 heures par jour, c'est énorme et j'arrive quand même à le faire. Ouais, ça donne de l'estime de soi, quoi. On dit qu'on en est capable et c'est agréable de passer par là. Finalement, il y a un peu des deux émotions qui se mélangent, quoi. Tu es comme ça, quoi. Hop, 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 Ouais, hop, c'est exactement up ça. and down. Ah, j'ai quand même quelques anecdotes de gens qui ont kiffé, mais tout leur S1, par exemple. Ils ont adoré. Ouais, mais je les comprends Ils pas. se sont régalés. Tu les comprends pas, ceux-là? Non, je les fréquente, mais dès que je les vois, je leur dis: «Mais comment vous avez fait pour aimer votre 1er semestre?» Parce que bien sûr qu'il y a des cours intéressants, que parfois c'est chouette de bosser comme je le disais, mais de là à Hmm. aimer, et c'est très fort le mot aimer pour un truc qui est aussi dur quand même. Alors, on va maintenant rentrer un peu plus dans les détails. On va parler organisation, Ouais, méthode de travail, et on va faire un petit saut dans le temps. On va se dire que, allez, septembre est passé, on est le 17 octobre. Non, le 22 octobre, le jour de mon anniversaire, d'accord? parfait. Donc, tu veux me Bon souhaiter bon anniversaire. anniversaire, merci. Tu vas me dire un petit peu ton organisation. On va essayer Je vais te poser des questions comme ça pour avoir une vue d'ensemble, et après, on va creuser. On va parler de qu'est-ce que tu faisais la première fois que tu voyais un cours, la deuxième fois que tu le voyais, la troisième fois, etc., etc. Ensuite, on va voir quelle était la méthode de planification. Est-ce que c'était la méthode des J, la méthode des tours, enfin, comment tu faisais? Est-ce que tu utilisais des outils pour ça? Et ensuite, on va voir, ok, donc on sait ce que tu fais de manière macro, et maintenant, on veut savoir à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te brosses les dents, à quelle heure tu manges. Si tu manges des cornflakes, tu mets du lait de vache, du lait d'avoine, on va tout savoir. Le lait Ok? avant ou après les céréales, enfin tout ça, quoi. Ouais, des trucs super importants. Ok? Ça me va. Alors, tu veux commencer par On quoi? peut commencer par la méthode générale, comme ça on a un mmh. Allez, go. Alors, du coup, ma méthode, c'était la méthode des J, la fameuse, pas très originale. C'est comme ça que je planifiais mes révisions. Et donc, du coup, j'avais un agenda sur Google Agenda, je crois, sur mon ordi, qui planifiait tout ça. Et donc, en fait, dès que j'avais un nouveau cours actualisé, donc un cours qui était prêt à être appris, je le rentrais. Si on était lundi, on va dire que c'était lundi 22 octobre. Je le mettais lundi et j'écrivais à côté J1. Et puis ensuite, mercredi, J3. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, en fait, quand je me réveillais, j'ouvrais mon agenda et j'avais marqué deux nouveaux J1, deux nouveaux cours que je dois faire aujourd'hui. J'avais deux cours de physique qui étaient des J3, un cours en J5, un cours de J10 et je sais pas quoi. Et toute ma journée était déjà écrite, donc j'avais aucune question à me poser, autre que suivre mon agenda finalement. C'était pas J0 la première fois que tu voyais un cours? Tu Ouais, disais alors il y J1, a un toi? grand débat. C'était J0, J1, mais c'était la même chose. C'est le premier jour où on voit le cours. Non, parce qu'en général, quand on dit J0, c'est la première fois, et J1, c'est le J plus 1 après que tu as vu le cours. Ouais, alors Tu vois c'était ce que je mon veux dire? Il y a J0. le Ouais. J, en fait, en fait, le 0 il n'existe pas, c'est le J, et le J, c'est comme N, N plus 1. Ok, Le ouais, je N, vois. tu Je vois vois. le truc? Ok, ok. Bon, Mais pas ça les bons change termes. rien. Alors, on va faire l'effort de dire J0 parce qu'en général, les étudiants disent J0 pour la première fois. Ouais, Ok? c'est pas grave. Bon, si tu bugs, je te reprendrai, t'inquiète pas. Pas de problème. Donc, en fait, tu te calais sur le planning de ta prépa, le planning d'actualisation de ta prépa pour caler tes J0. Et ensuite, tu avais ton Google Agenda et tu plaçais à la mano J0 cours bio 1 de biochimie, enfin les protéines. Impérature faisait pareil à J1, puis tac, 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 tac. En fait, moi, je suis une brêle en informatique, donc j'ai pas trouvé de logiciel pour le faire à ma place. Donc, je le faisais à la demande. C'était Ah, tu assez connais pas chiant Hip d'être dans Hip? rappel et à la demande, je le plaçais chaque jour. Mes Ouais. nouveaux J0, J3, J5, etc. Voilà. Et quand tu dis que je me basais sur le planning d'actualisation de ma prépa, en fait, c'est assez irrégulier parce que parfois, il y a un jour où ils actualisent 4 cours et parfois plus rien pendant 3 jours. Donc là, pas de panique. Hmm. En gros, je tournais à 1 ou 2 nouveaux cours tous les jours. C'était un peu ce que je faisais. Si j'avais le temps, 2 et sinon qu'un seul nouveau cours. Et le reste de ma journée, c'était des fiches de révision. Mais donc, par exemple, si le lundi, il y avait 4 actualisations, j'en faisais que 2 et j'en ferais 2 le lendemain. Tu vois. J'en faisais pas 4 le premier jour. Parce qu'en général, c'était assez. Ça arrivait par phase. C'est-à-dire que une journée, il pouvait y avoir 4 actualisations et le lendemain, 0. Et donc, toi, tu pouvais décaler 2 du lundi au mardi, par exemple. C'est ça. Faut pas paniquer. Franchement, c'est pas grave. C'est hyper aléatoire. Eh ben, je pense que c'est un très bon conseil que tu donnes de se caler sur le planning de la prépa, de la fac ou du tutorat pour donner un rythme. Exactement, Et, ouais. et ce que tu dis, c'est qu'il faut adapter son rythme, c'est-à-dire que si vous voyez que vous ne pouvez pas faire 4 nouveaux cours le même jour, eh ben, vous les décalez au lendemain et vous ne stressez pas.
Faut pas faire ça bête et méchant. Ouais, c'est aussi ça qui est dur en médecine, c'est qu'on n'est pas tellement encadré, on est un peu abandonné à nous-mêmes comme partout dans les facs. Mais là, en plus, c'est super dur et il y a un concours, donc du coup, ça rajoute au stress. Donc d'avoir un rythme, c'est super. Et c'est pour ça que la prépa, c'est aussi bien. C'est que ça donne vraiment un cadre, un rythme qui est super agréable. Du coup, en fait, on peut jamais vraiment être à l'heure sur la fac, dans la mesure où pour être à l'heure sur la fac, il faut écouter les cours des profs. Et moi, ça m'allait pas parce que j'avais l'impression de perdre du temps. Donc, comme j'allais pas en cours, j'étais obligé d'attendre les actualisations de la prépa, qui venaient 3 jours, une semaine plus tard, voilà, au plus tard, quoi. Et c'est là-dessus que je me basais, justement. Alors, vas-y, on va rentrer dans tes J. Alors, je suis désolé si tu dois refaire ton calcul, mais tu avais J0, J2 Ouais. 2 ou 3. ou 3. Tu faisais pas un petit J1. Enfin, tu les voyais pas le lendemain. Non. Alors, le lendemain, alors, c'est ça qui est un peu compliqué pour les gens, c'est que. Alors, ça, c'est la troisième question, c'était quoi tes J? En fait, ça dépend beaucoup des matières, ça dépend beaucoup du feeling. Quand je vois une fiche qui est super compliquée, je vais avoir envie de la voir 4 fois la première semaine pour vraiment l'avoir en tête. Parce que je sais quand j'ai fini mon J0 que j'ai un peu rien compris. Et à l'inverse, une fiche de santé publique, par exemple, qui est une matière moins compliquée, je la verrai pas plus que 2 fois la première semaine parce que c'est pas si dur, quoi. Alors, vas-y, on va rentrer dans les détails. On va prendre plusieurs cours. Cours par cœur simple. C'était Ouais. quoi tes J? Alors, typiquement, ça allait être J, 0, 3, 7, 12, 20, 30. Et après, tous les 10 jours. 30, 40, 50, 60. Ah, tous les 10 jours après. T'aurais cru plus ou moins? J'aurais cru moins. Genre tous les 15 jours, puis après tous les mois, puis après peut-être une fois Ouais. pendant la période de révision. Alors ça, c'est aussi un des... En fait, moi, je voyais mes cours relativement rapidement parce que j'avais l'impression qu'une fois que j'avais fini de les voir, je le connaissais vraiment par cœur. Mais c'était une mémoire qui allait très vite se barrer, quoi. Un peu ce que les gens appellent la mémoire immédiate. Quand on veut Ah, ok. bosser juste avant les partiels, voilà. J'avais des potes qui bossaient 8 heures une fiche, qui la connaissaient par cœur et qui la voyaient 2 fois dans le semestre. Et Waouh. je sais pas comment ils faisaient. Pour moi, ça relève de l'impossible. Et j'avais vraiment beaucoup de potes qui ont été très bien classés, qui ont fait comme ça. Pour moi, c'était vraiment impensable. Du coup, je préférais voir moins longtemps et plus souvent la fiche. Et typiquement, voir tous les 15 jours, c'était vraiment la limite très très haute. Donc effectivement, en fin de semestre, je la voyais peut-être tous les 15 jours. Mais sinon, c'était plutôt tous les 10 jours, quoi. En fait, tu vois quand même 4 fois un cours quand c'est facile et c'est du par cœur. J0, J3, J7, J12. Ensuite, on va Ouais. prendre un cours, pas, toujours par cœur, mais là, celui-là, il est chaud, quoi. C'est un cours que tu sens que tu vas pas aimer. Et ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire J, 0, 2, 5, 8, 12, et après, je recommence ça avec 20, 30, tout ça. Et lui, je vais peut-être même le revoir tous les 7 jours au début, parce que je sais qu'il est compliqué. Donc ça pourra faire plutôt 20, 27, bon, je vais pas faire les maths ensuite, mais tous les 7 jours. Mais quand vraiment je le connaîtrai, tous les 10 jours. Ensuite, les matières à compréhension, est-ce que tu avais une autre technique? Tu faisais des J aussi ou tu faisais autre chose? Alors, dans les matières à réflexion, moi, je sépare deux choses. Il y a la biocell, donc biologie cellulaire, un peu la SVT, et la biochimie. Et d'un autre côté, physique et chimie. Physique et chimie, c'est vraiment, vraiment de la réflexion. Ça ressemble un peu au lycée. Enfin, le physique, c'est quasiment le même programme, et chimie, ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est de la réflexion comme au lycée. Alors que biocell et bioche, pour moi, c'est de la fausse réflexion. On nous dit qu'il y a de la réflexion. J'imagine qu'il y en a quelque part. Mais maintenant, si on ne comprend pas tout, c'est pas si grave. Et si on apprend très très bien, ça finira par le faire. Il y a un peu de réflexion, c'est vrai, mais c'est pas non plus des maths, quoi. Donc du coup, ces matières-là, je les traitais comme des matières difficiles à par cœur. Donc les fameux J que j'ai été avant. Par contre, physique et chimie, alors là, je suis pas très fier, mais bon, c'est mon année, donc j'en parle comme c'était. Je les ai carrément mises de côté parce que c'est les plus petits coefficients, parce que c'est compliqué. Et en fait, pour s'entraîner, il faut faire des exercices, il n'y a pas le choix. Là, il ne suffit pas d'apprendre les cours, il faut vraiment s'entraîner. Et faire des exos, ça prend beaucoup de temps. Et or, en médecine, il y a bien un truc qu'on n'a pas, c'est du temps. Donc du coup, je me suis dit, hop, ça dégage, physique, chimie, on oublie. Alors, pas complètement non plus. Je faisais mes séances à la prépa. Je faisais des fiches de notes pour avoir voilà, des sortes de méthodes que vous passez à la prépa pour contourner un peu les difficultés des QCM, parce qu'on n'a pas le temps de comprendre vraiment en profondeur le cours. Et donc, si on comprend superficiellement avec des méthodes, on peut s'en sortir. Et c'est là aussi où la prépa est super, parce qu'on nous donne des méthodes pour ça. L'idée initiale, c'était de voir physique 1 heure le soir le lundi, chimie 1 heure le soir le mardi, et comme ça, tous les soirs en alternant. Mais en fait, je m'y tenais pas du tout, parce que j'arrivais pas vraiment à finir mon programme tout bon. Donc, ça finissait par sauter quasiment tout le temps. Donc, je devais faire 2 heures de physique par semaine et 3 heures de chimie, quoi. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Donc en fait, Et tu as pour fait le un coup, peu de la c'est pas stratégie. la méthode des J. La physique et la chimie, je la voyais voilà, un peu sur la méthode emploi du temps, c'est-à-dire de 22 heures à 23 heures, physique ou chimie, quoi. Sauf que du coup, ça sautait à chaque fois. Peau physique, chimie.
Et t'as fini combienième en physique et en chimie, tu sais, tu t'en souviens? Alors, chimie, j'ai vraiment mis un coup d'accélérateur, notamment grâce aux méthodes avant le concours. Et je suis arrivé 50e. J'ai vraiment bien réussi la chimie. Par contre, physique, c'est mon pire classement. Je suis arrivé 430. Donc, j'ai limité la casse, quoi. C'était un sujet qui était très compliqué. Et a posteriori, en fait, le sujet était tellement dur que même si j'avais vraiment travaillé, je n'aurais pas forcément mieux réussi. Donc, c'était pas forcément un bon investissement. Il y a des matières comme ça où, quoi qu'il arrive, ça va être compliqué. Et la physique, c'est un très bon exemple. Donc, du coup, pourquoi pas la sacrifier un petit peu. Bon. Bon, c'est un conseil que seuls les professionnels bien entraînés peuvent faire. Ouais. C'est C'est un peu comme les hasardeux. sauts sans parachute. T'es excellent par ailleurs, et puis ça dépend surtout des facs, hein. Parce que là, parce que peut-être qu'à UP, la physique, c'est un petit coef, mais peut-être que dans d'autres facs, c'est un très gros coef. Donc, vous faites pas En avoir, fait, hein. ça dépend des facs, pas que à cause du coef, ça dépend des facs aussi parce que à UP, c'est super dur la physique. Et Mhm. donc, en fait, tout le monde la rate. Donc, c'est-à-dire que si on la rate, bah, c'est juste une matière où on fera pas la différence comme tout le monde. Et si on la réussit, c'est super cool. Pour le coup, là, si on est bon en physique, il faut insister dessus, c'est génial. Maintenant, moi, j'étais bon en physique au lycée, j'ai eu 20 au bac et j'ai eu 10 au concours. Donc, après, Ouais, le bon, niveau j'ai est pas vraiment le pas même. bossé là. Mais Ouais. voilà, c'est parce que c'était un très bas coefficient, le plus bas de tous, et parce que c'était super dur. Donc, quoi qu'il arrive, je savais que j'allais la rater. Ouais. C'est moins vrai pour la chimie, hein. La chimie, j'ai un peu exagéré. J'ai peut-être plus travaillé que ça quand même. Bon, en tout cas, tu les as beaucoup moins travaillé que les autres. Ouais. Ça a l'air clair, ça. Donc, méthode DJ, un petit peu méthode d'emploi du temps pour deux matières, mais que tu as carrément délaissé. Maintenant, tu vas nous dire ce que tu faisais précisément la première fois que tu voyais le cours, donc ton J0. Qu'est-ce que tu faisais? Alors, mon J0, surligneur à la main, très important. J'avais pas de code couleur. Je surlignais tout en une couleur. C'était très moche, mais c'est comme ça que je réussissais. D'ailleurs, le surligneur, j'ai vite compris que ce que je surlignais pas, je l'apprenais pas. Donc, je finissais un petit peu par tout surligner. J'apprenais tout ce qui était en gras, tout ce qui me paraissait important, tous les schémas un petit peu généraux. J'essayais vraiment de me faire un plan de la fiche, donc de la comprendre le plus possible. Et dès qu'il y avait des noms bizarres, comme vous en verrez beaucoup, beaucoup en première année en passe, donc ça peut être de protéines ou d'enzymes, donc c'est des noms à rallonge avec plein de syllabes, ou alors des noms du genre NFKB 2836 avec 3 lettres et 4 chiffres. Ça, c'est le grand classique. Et on a plein, 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 plein à apprendre. Ça, typiquement, je ne me cassais pas la tête, à moins que ce soit la protéine centrale d'un système qu'il fallait comprendre. Ça, on oublie. Pour le Ouais. J0, ça te fera pour plus tard. J'apprenais vraiment les grands éléments, ce qui se passait. Donc, les titres, les mots en gras et les trucs qui me paraissaient importants. Est-ce que tu as une fiche là à portée de main pour nous montrer à la caméra? Quel cours? Ouais, oh là là. C'est une fiche de TCM, donc c'est la matière du second semestre, connaissance du médicament. D'accord, c'est beau, hein. Attends, t'as mis du rose aussi là, on voit. Ouais, alors en fait, c'est parce que quand je reviens sur mon mais j'allais y venir après, mais quand je repasse sur mon cours les fois d'après, je change de couleur sur ce que je connais vraiment pas. Donc c'est-à-dire que le jour d'après, bon, je connais toujours rien, donc c'est normal. Mais par contre, quand je l'ai déjà vu 5 fois, on va dire, je suis à mon J20 et je me rends compte que ce truc-là n'est toujours pas rentré. Là, je me dis: «Ouh là là» et je surligne, en entourant de toutes les couleurs en arc-en-ciel. En fait, c'est comme un petit carnet d'erreurs, mais en mode stabiloté, quoi, sur ta fiche. Ça, c'est Ok. ça. Moi, j'avais pas le carnet d'erreur pour le coup. Ok, maintenant, on va parler de qu'est-ce que tu fais après. Donc, la deuxième fois que tu vois ton cours, donc on va dire ton J2 ou ton J3. Ouais, alors, à ce moment-là, je commence vraiment à tout apprendre, sauf ce qui me paraît vraiment, vraiment dérisoire, où je me dis: «Je le retiendrai jamais». Donc ce qui me fait trop peur, un peu lâchement, je l'abandonne, mais sinon j'essaye quand même d'apprendre quasiment tout. En fait, il y a pas tellement cette progression du général vers les détails, c'est plutôt le premier jour le général et dès la fois d'après, je commence les détails. Parce qu'en fait, si on apprend enfin, à mes yeux, hein, si on n'a toujours pas appris les détails la deuxième fois qu'on a vu la fiche, quand on va la voir pour la troisième fois, alors qu'on est censé déjà un petit peu la connaître et qu'il y a toujours des informations qu'on ne connaît pas, qu'on n'a même pas vues, il faut recommencer ce travail de mémorisation, alors que moi, j'ai juste envie de réviser. Donc, je préférais tout voir dès le deuxième jour. Et donc là, du coup, c'est assez délicat. Ça prenait beaucoup de temps aussi, un peu moins que la première fois, pardon, mais ça prenait beaucoup de temps aussi. Donc là, j'apprenais vraiment tout, sauf ce qui paraît dérisoire. Et donc ça, c'est une sorte de, comment dire, de mentalité, d'intelligence qui s'acquiert avec le temps de est-ce que ça va tomber ou pas? Bon, on peut pas trop savoir. Après, on en discute. Parfois, on envoie une photo à son pote et on lui dit non, mais ça, c'est trop long, ça va pas tomber, ça peut pas tomber, c'est n'importe quoi. Et on en discute un petit peu. Ça dépend aussi des matières. Et c'est là aussi où les annales peuvent être super intéressantes. C'est qu'on peut savoir un peu quel type de questions tombent. Alors, pour le coup, le concours change chaque année, hein, ils font pas semblant, ils changent vraiment les types de questions. Mais il y a quand même une tendance générale
fait que, par exemple, typiquement dans la matière biochimie du premier semestre, aller dans le détail du par cœur sur les protéines et tout, ça sert pas à grand-chose. Il faut plutôt comprendre les mécanismes. Alors que des matières comme biologie cellulaire, c'est hyper important comme tous les détails. Donc ça, c'est vraiment au feeling et selon les matières. Ouais, il faut analyser tout ça. Donc tu passais combien de temps la première fois et la deuxième fois que tu voyais le cours? Alors là encore, ça dépend des matières, mais en gros, c'était 3 heures et un gros 2 heures. 3 heures pour la première fois et un gros 2 heures pour le J d'après, OK. au moins. Et ensuite, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui changeait ensuite quand tu la voyais pour la troisième, quatrième, cinquième, sixième fois? Et ben, à partir de la troisième fois, j'ai incorporé les QCM et les annales avant de commencer à lire la fiche. Donc ça, c'est un classique. Je pense que beaucoup de gens confirmeront ce que je dis. C'est hyper utile parce qu'on s'entraîne. Donc, comme je disais avant, on se rend compte un peu de ce qui tombe au concours. Ça, c'est pour les annales. Pour les QCM, c'est la prépa ou le tutorat qui essaye de prévoir ce qui tombera la prochaine fois au concours. Donc, c'est un bon entraînement. Et en plus, c'est aussi une façon d'apprendre son cours. C'est pas important d'avoir une bonne note au QCM, surtout les premières fois, on a rarement la moyenne, mais c'est pas grave du tout. Souvent, on retarde trop, surtout quand on commence l'année. Moi, j'ai trop retardé le moment où je faisais les QCM en me disant, bah, je connais pas la fiche, ce qui est vrai. Mais c'est une façon de la connaître, une façon de l'apprendre que de faire les QCM. Donc, faut vraiment pas hésiter, c'est un super entraînement. Et finalement, moi, je les refaisais à chaque fois. Et j'ai beau avoir cherché les QCM partout, la prépa en fournissait beaucoup. J'avais fini les QCM et les annales bien avant le concours. Je me suis même pas gardé les annales pour 2 semaines avant le concours comme faisait tout le monde. Moi, j'ai tout fait avant pour avoir plus de QCM pour m'entraîner. Je connaissais tout par cœur. Et donc, en fait, il y avait la moitié de ma fiche qui était récapitulée dans les QCM que je connaissais donc par cœur. Donc, en fait, j'avais déjà toute une partie du travail qui était fait grâce à ces QCM et ces annales. OK. Donc, c'est ça qui changeait vraiment, vraiment. Et ensuite, à partir de la troisième fois où je vois la fiche, je passe d'un côté lecture, pas passive, mais lecture et récitage de courts extraits de la fiche, à vraiment, je lis un mot-clé, tout de suite, je lève les yeux de la fiche et j'essaie de réciter tout ce qui va avec ce mot-clé. Donc, si je lis le nom d'une cellule, je vais essayer de réciter toutes ses caractéristiques, la taille, le type de noyau, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Bon, c'est un peu cliché comme exemple, mais voilà. Après, je récite pas la fiche en entier, hein. Je ferme pas la fiche en récitant toutes les pages par cœur. C'est trop compliqué. Et on ne demande pas ce niveau-là de par cœur, comme il y a des QCM qui nous rappellent finalement un petit peu nos connaissances. Il n'y a pas besoin. Mais voilà, à partir de la troisième fois où je vois la fiche, je commence vraiment à réciter. Je suis capable en tout cas de réciter. Et à la fin, tu passais genre 1 heure au bout de la 10e fois que tu vois le cours? Tu faisais presque que des Ouais, entre QCM? 3 quarts d'heure et 1 heure. Entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Sauf des fiches très compliquées. En fait, il y a des fiches, parce que c'est toujours comme ça, il y a des fiches que on abandonne un petit peu. On se fait croire à nous-mêmes qu'on les voit, mais en fait, on les voit un petit peu en diagonale. Et là, on se rend compte qu'on est à notre X40, donc on devrait la connaître sur le bout des doigts, et en fait, on connaît rien. Donc ça arrive. Et il y a aussi des fiches qui, surprenamment, nous paraissent très faciles, qu'on connaît très bien. Et donc, la matière simple par excellence, en tout cas à UP, c'était la santé publique, que c'est un peu conduire bourré, c'est pas bien, fumer, c'est mal et tout ça. Donc, c'est des trucs assez faciles à comprendre et à apprendre. Et du coup, ça, typiquement, à la fin, je passais une demi-heure dessus, quoi. Et il y avait un endroit, je sais pas moi, un tableau Excel ou autre, sur lequel tu rapportais tes notes de tes fiches. Bah, par exemple, si tu faisais les annales ou tu des QCM et puis tu avais 8 sur 20, est-ce que tu le notais sur ta Ouais. fiche, sur un tableau Excel? Enfin, comment tu pouvais voir si tu progressais ou pas? Alors, pour le coup, je l'ai pas du tout fait et je pense que c'était une erreur. Mais je l'ai pas fait. Donc, je n'avais aucune trace. Ouais. Je le faisais sur des feuilles, j'avais même pas de PJ, je le faisais sur des feuilles volantes en fait. Je le faisais sur des feuilles volantes qui me venaient sous la main. Je gribouillais des trucs, j'écrivais mal avec un stylo qui me venait sous la main, et ensuite je jetais la feuille, quoi. Donc c'était pas hyper intelligent de ma part, mais ça m'a pas spécialement manqué. Après, peut-être voilà qu'à posteriori, ça aurait été chouette de pouvoir constater, comme tu disais, une évolution, mais je l'ai pas forcément fait. Tu savais très bien quelle fiche tu maîtrisais et quelle fiche tu maîtrisais pas. Ouais, carrément. Et même, je vais aller plus loin, je savais très bien les questions sur lesquelles j'avais du mal. Il y a des questions que je refaisais et je me rappelais que j'avais fait une erreur là-dessus. Et donc là, je me l'encadrais, je me le surlignais de toutes les couleurs parce que je le savais. En fait, on s'en rappelle, ça nous marque, hein. Quand on rate un QCM, on s'en rappelle. Et après maintenant, donc est-ce que tu as eu du retard des fois? Comment tu gérais si tu avais du retard? Et j'ai pas eu de retard. En tout cas, pas un vrai retard au sens de là, je peux dire j'ai 10 jours de retard. J'ai jamais eu ça. J'ai déjà été plus ou moins à l'heure, à 2-3 jours près sur ma prépa. Ce qui est chouette, c'est que la méthode des J, pardon, permet de vraiment très bien gérer le retard. Parce qu'on a ce fameux agenda informatique, et là, c'est important justement qu'il ne soit pas papier, mais informatique. Et en fait, si je vois que je suis en retard et que je ne pourrais pas finir mon programme de la journée, je décale ce que j'ai pas pu faire aujourd'hui à demain. Et c'est pas grave du tout, ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé plein de fois. Et à l'inverse, si je suis en avance, je décale les J du lendemain à aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est hyper aléatoire. Comme je l'ai dit, quand je reçois un cours, je l'écris, je le mets sur mon agenda.
Mais du coup, il y a des jours où il y a 5 cours à faire et des jours où il y a 20 cours à faire. Et personne ne peut faire 20 cours en un jour. Donc du coup, il faut après répartir un petit peu et voilà, pour mieux répartir le truc. Maintenant, j'ai pas eu de vrai retard et je me tenais à voir 1 ou 2 nouveaux cours tous les jours et c'est largement suffisant. Et c'est en fait ça qui rend le truc désagréable, c'est qu'il y a un moment où les cours qu'on revoit, on finit par être confiant, on sent qu'on les connaît, c'est agréable, c'est satisfaisant, enfin on les connaît, mais il y a tous les jours des nouveaux cours à apprendre et c'est ça qui nous met dans le mal en fait, c'est ça qui est compliqué. Eh bien, on va arriver maintenant à la période où il n'y a plus du tout de cours, c'est la période de révision. Comment tu l'as vécu, toi, cette période-là? Je l'ai vécu assez sereinement parce que j'avais eu des concours blancs dans ma prépa qui s'étaient très bien passés. Alors le stress n'est jamais parti, hein, c'est sûr, mais par contre le vrai stress de je sais pas du tout où j'en suis par rapport aux autres parce que profondément je ne savais pas, il s'est vraiment barré. Parce que je me rendais compte que j'avais complètement ma carte à jouer. Cette période de révision, du coup, j'ai fait la fameuse méthode des tours, qui est aussi le grand classique. Donc en fait, on revoit les cours qu'on connaît. Donc moi, je me les suis tous écrits sur une feuille A4 blanche, en colonne par matière, et je mettais un petit trait avec mon stylo. Une fois que je l'avais vu, ceux avec lesquels j'avais plus de mal, je les voyais 3 fois, et sinon je les voyais 1 ou 2 fois. J'ai eu le temps de faire entre 2 et 3 tours de programme. Et par contre, les derniers cours les plus anciens, juste avant enfin du coup non, pardon, les plus récents, juste avant la période de révision, c'était méthode DJ, mais que j'avais pas du tout abouti. J'avais juste fait J1, J3. Donc là, par contre, je les voyais quasiment tous les jours parce que je savais qu'il fallait les connaître pour le concours. Mais en tout cas, sur mon état mental, ça allait. J'étais plutôt détendu et surtout motivé comme jamais, quoi. Je dis ça, mais maintenant, je me rappelle quand même que j'étais, pour le coup, très déprimé. J'étais très, très discipliné, très motivé à continuer à travailler. Mais par contre, j'en pouvais plus. Donc, j'étais pas stressé. Par contre, sur le plan de la fatigue mentale, j'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. Travailler dans ma chambre, c'était trop. Parce que du coup, j'ai fait tout mon premier semestre dans ma chambre tout seul. Donc du coup, j'ai changé, j'en parlerai après peut-être au second semestre. Mentalement, c'était vraiment, vraiment dur à la fin. Parce que ça s'arrêtait pas, c'est super long. Et comment ça se manifestait, concrètement? Genre, t'es juste déprimé ou enfin? Alors, au premier semestre, surtout au début, franchement, je devais pleurer tous les 2-3 jours. Hein. Franchement, ouais, un truc comme ça pendant au moins un mois. Parce que juste, j'étais désarmé face à tant de difficultés. Voilà, pour le dire comme ça. Et ensuite, j'avais pas le moral, j'étais pas spécialement heureux ou épanoui dans ce que je faisais. Et ça contrastait beaucoup avec ma vie parce que j'ai toujours été quelqu'un de hyper jovial, hyper heureux. Je le suis à nouveau. Et du coup, bah ouais, c'était une période pas facile pour moi parce que j'avais plus ce plaisir-là, en fait, dans ma vie du tous les jours. Tout le temps, presque, est bouffé par le travail. On peut avoir des trucs en dehors, mais c'est des trucs, des activités qu'on fait pour mieux travailler. C'est pas ce qu'on fait pour être heureux. C'est juste ce qu'on fait pour être dans une santé mentale acceptable pour poursuivre les études, quoi. Et genre, tu pouvais pleurer, comme ça d'un coup? C'était des moments de blues plutôt le soir? C'était plutôt quand je parlais de ma journée au dîner avec mes parents, où je m'effondrais parce que j'en pouvais plus, quoi. Et ça vient aussi avec la fatigue. Parce que c'est hyper fatigant de travailler 10-12 heures par jour, de se concentrer comme ça, c'est super fatigant. Donc je dormais bien la nuit, mais j'étais quand même fatigué. OK, donc maintenant on va rentrer dans le détail de ta journée. Comme tu as dit tout à l'heure, on veut savoir à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches. Donc voilà, raconte-moi un petit peu une journée type, 2 semaines et après, tu vas me dire si ça a changé le week-end. Alors, je me couchais à minuit et je me réveillais, enfin, à 23h59 et je me réveillais à 7h59. En fait, je m'étais fait un pacte avec moi-même. Il était absolument hors de question que je dorme moins que 8 heures. C'était pas une option, ça n'existait pas. Et c'était pour moi aussi important que réussir médecine. Je me suis fixé comme ça parce que tout le monde m'a dit que le sommeil c'était important. Je peux pas me laisser le choix, c'est pas possible. C'était vraiment le summum de la discipline. Donc je dormirais 8 heures, un point c'est tout. Et donc sur mon téléphone, quand j'allumais le réveil, il y a écrit le réveil sonnera dans, et il fallait sous aucun prétexte qu'il y ait marqué moins de 8 heures. Et pour le coup, je commençais à bosser à 8 heures du matin. Et donc, du coup, je me réveillais 1 minute, mais vraiment au chronomètre avant de commencer à bosser, parce que je voulais optimiser mon temps de sommeil et j'avais pas envie de passer le peu de temps libre que j'avais à dormir. Donc, il y a des gens qui ont besoin de se préparer le matin, de prendre leur temps, et c'est ça leur temps libre dont ils profitent. Moi, ça, j'ai complètement zappé. Donc, je sortais de mon lit, j'ouvrais les yeux et je m'asseyais sur mon bureau pour commencer à travailler. Donc, c'est un peu la déprime pour le coup, c'est pas un chouette réveil, mais voilà, faut se mettre dedans. Donc, du coup, à 8h pétant, je commence à bosser. Et là, je fais comme premier truc, un truc qui est un peu stimulant. Si on fait une matière trop dure au réveil, surtout que je me suis réveillé, donc je vous rappelle, il y a 1 minute, c'est trop compliqué. Donc typiquement, les matières comme la SHS du premier semestre, sciences humaines et sociales, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la bête noire d'un peu tout le monde. Ça, on oublie. Au réveil, c'est trop compliqué. Donc je préfère des QCM ou une matière que j'aime bien. Voilà, pas non plus trop simple, ce que je me garde quand je suis plus fatigué, j'en parlerai plus tard, mais voilà, un truc un peu entre les deux. Et ensuite, j'attaque ma première matière vraiment compliquée, et souvent, c'est du coup mes J0 en fait.
Même si c'est pas une matière compliquée, un J0 c'est forcément dur parce qu'on connaît pas la fiche. Donc je fais ça. Et c'est aussi le moment où je vais me chercher peut-être un petit bol de céréales parce que j'ai pas mangé le matin. Donc je mange devant ma fiche. Et je fais ce J0. Si j'arrive à faire 2 J0 dans la matinée, c'est super. Les pauses, je les prenais un petit peu quand je voulais. C'était des pauses qui duraient 10 minutes, un quart d'heure. Et je les prenais quand je voulais. C'était souvent entre les cours. Donc, même tout le temps entre les cours. Donc, typiquement, je faisais un cours un peu simple. Ensuite, mon premier J0 de la journée. Je prenais une pause d'un quart d'heure. Et je faisais mon deuxième J0 de la journée. Là, il était environ 13 heures. Et je prenais au début du semestre 1 heure pour manger. Puis 3 quarts d'heure. Et à la fin, c'était une demi-heure. Donc là, je mangeais souvent avec mon téléphone. En fait, ça c'est important à dire aussi, je pense, pour les gens. Moi, j'avais plein de passions avant médecine, que j'ai toujours d'ailleurs, mais tout que j'ai un petit peu laissé de côté pendant médecine. Et je m'étais dit que moi, je fais du violoncelle, par exemple. Je fais aussi un peu de muscu chez moi. Je me suis dit, bon, bah, pendant mes pauses, je ferai du violoncelle. Je ferai sans pompe. Et en fait, je l'ai tenu les 2 premières semaines. Il faut une telle motivation, une telle discipline pour médecine. Enfin, plutôt une discipline, c'est plutôt ça le terme, pour médecine, que toute l'énergie mentale qu'on va utiliser pour se motiver à faire autre chose, c'est quasiment de la motivation gâchée. Et donc, en fait, même si c'est sur le plan scientifique, faire de la musique ou faire du sport, c'est bien, ça nous défoule et tout, on n'a pas, entre guillemets, ce luxe-là parce on a tellement toute notre énergie qui est consacrée pour médecine, qu'en tout cas, faire ça au moment des pauses entre 2 cours, c'est à mes yeux pas le plus indiqué. Du coup, j'étais franchement sur mon tel, sur YouTube, sur Netflix, pour 10-15 minutes. Et là, pareil, c'était montre en main. Je commençais pas ma pause en me disant, je sais pas quand je reprends. Je ne pouvais pas prévoir à l'avance dans ma journée quand étaient les pauses. Par contre, quand je commençais ma pause, parce que je savais que j'en avais besoin, elle allait durer un quart d'heure et pas une minute de plus. Ça, c'était hyper important. Ensuite, je faisais donc du coup mon deuxième J0, puis venait mon déjeuner, et ensuite je reprenais donc du coup une demi-heure ou 1 heure après selon la période de l'année. Et là, toute l'après-midi était consacrée à mes J de révision, donc plus que J0. Je commençais après le déjeuner, qui est une période de digestion qui est dure pour tout le monde. Donc là, on baille, on a envie de dormir, on n'a pas envie de travailler. En plus, on vient de prendre une pause déjeuner, donc on a envie de prolonger la pause. Franchement, c'est le pire moment de la journée. Donc là, il faut absolument un truc facile. Donc typiquement, santé publique, ou alors des annales, des QCM, ou alors une fiche compliquée, mais que je connais bien, donc qui est rassurante. Et ensuite, on reprend tout le programme de l'après-midi. Et là, je faisais en gros une pause tous les 2 cours, environ. Donc je prenais généralement 2 ou 3 pauses dans l'après-midi. Et puis arrivait le dîner. Et là, j'avais beaucoup de chance. Et le déjeuner et le dîner, à chaque fois, c'était préparé par mes parents. Je ne mettais pas à la table, je ne débarrassais pas, je ne vidais pas le lave-vaisselle. Je faisais vraiment rien pour la maison. Donc, ils ont été trop cool là-dessus. Je leur rends bien maintenant. J'essaie de compenser un peu en faisant la cuisine. Mais voilà, à l'époque, je faisais vraiment rien. Et ça aide beaucoup. Pour de mettre se jeter sur la table, même pour le réconfort moral, ça aide beaucoup. Je prenais environ 1 heure pour le dîner avec ma famille. C'était très agréable. Ça faisait du bien de parler un petit peu de ce qu'on ressentait, tout simplement. Et ensuite, je me les remettais le soir. Et là, c'était généralement de 21h à 23h30, un truc comme ça. Ça évolue un petit peu dans l'année, mais en gros, j'ai commencé à travailler environ 9-10 heures début septembre, et j'ai fini à plus de 12 heures, 12h, 12h30 à la fin du premier semestre, et tout 12 heures tous les jours au second semestre, en gros. Ok, des journées bien rythmées, avec des choses assez malignes, c'est-à-dire qu'au début de la journée, et puis juste après, pour la phase postprandiale, quand on a envie de dormir après avoir mangé, tu te fais un truc simple, réconfortant, pas trop difficile, c'est un peu ton échauffement, et après tu pars pour soit tes J0, soit les révisions, des fiches un peu plus dures. En fait, c'est là, il faut à la fois être à l'écoute de sa fatigue et de son mental, parce que ça peut être la période postprandiale ou ça peut être juste, bon bah là je suis pas motivé, je vais pas faire un cours trop dur, ça sert à rien. Et en même temps, si on est trop à l'écoute, bon bah médecine c'est quand même compliqué, faut pas abuser. Donc du coup, il faut aussi s'imposer une grosse discipline. Donc c'est assez compliqué de jongler entre les deux. Et ça, c'est vraiment, ça évolue avec le temps, mais c'est une sorte de maturité qu'il faut avoir sur le moment pour savoir ce qui nous convient le mieux. Ouais. Donc tu arrives au moment du concours, tu es assez serein. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur ce moment-là? C'est un moment qui est très spécial pour moi. Je joue comme beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup. Souvent, les gens ils disent qu'ils jouent leur vie. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça, alors qu'en fait, on peut faire autre chose derrière si on ne réussit pas. C'est pas si grave. Mais sur le moment où on a l'impression de jouer notre vie, une ambiance qui est très particulière, parce qu'on est 1800 du coup dans une salle, dans un hangar. On est très nombreux. On doit arriver très en avance pour être sûr de ne pas être en retard, finalement, de ne pas passer à côté de l'épreuve. Et donc, pendant 2-3 heures, on attend. Alors, en plus, la veille, souvent, on dort à l'hôtel pour être proche du lieu de concours. Pas être bloqué dans le RER, ça serait trop affreux. Et finalement, on rentre dans la salle. Et quand c'est l'heure du concours, on doit rester presque une demi-heure debout pendant qu'ils distribuent les sujets pour que tout le monde puisse commencer en même temps. Mais comme on est 1800, distribuer les sujets, ça prend beaucoup de temps. Et en plus, le premier jour, c'est l'épreuve de SHS, la fameuse matière super dure, la plus stressante. Donc, c'est le stress absolu. Et là, je suis comme en transe, quoi. C'est pas vraiment du stress, c'est entre le stress et l'excitation. Je sens mon cœur battre à fond.
mais je suis hyper concentré et je suis préparé, quoi. Je suis motivé pour en découdre. Bon, ça fait un peu phrase de film, mais c'est comme ça que je ressentais le Ouais, moment, trop quoi. bien. Et après, c'est les vacances. J'imagine que tu as pas mal coupé. Et ensuite, le S2. Ouais. Qu'est-ce que tu as changé au semestre 2 par rapport au semestre 1 dans ton organisation, ta façon d'apprendre, enfin toute ta méthode de travail? Alors déjà, le semestre 2 était moins stressant parce que je savais vraiment ce qui allait m'attendre, parce que je connaissais la méthode de ma prépa, je savais un petit peu les cours que j'allais avoir là-bas, les actualisations, tout ça. Ça, c'était vraiment plus rassurant. Ce que j'ai changé, en fait, c'était, ma façon de travailler. En tout cas, je ne plus être seul chez moi et donc du coup, je travaillais maintenant en BU. J'ai travaillé tous les jours en BU au second semestre, pas un seul jour chez moi, radicalement changé et les seuls jours où j'essayais de travailler chez moi, c'était impossible. J'avais comme une sorte de traumatisme de travailler chez moi dans ma chambre, c'était plus possible. Donc je travaillais qu'en BU et je travaillais avec une amie du lycée, qui faisait médecine aussi, et du coup, on s'est retrouvés à ce moment-là et c'était super de travailler ensemble, c'était très motivant. Elle avait des bons classements, elle était motivée, elle travaillait beaucoup. Donc il n'y avait pas ce problème du pote qui bosse moins ou qui bosse trop, qui fait stresser. On était vraiment raccord là-dessus. Ça m'a vraiment changé la vie, quoi. De travailler à 2. Tu penses qu'il y a une part un peu de ta réussite que tu lui dois et vice-versa? Ouais, complètement. Au second semestre, on s'est vraiment aidé. On s'est vraiment aidé, surtout pour le moral, surtout pour le moral. Et bien sûr aussi pour les questions de cours, tout bêtement, médecine, OK, c'est du par cœur, mais c'est pas non plus si simple que ça. Oui, il y a des questions qu'on se pose et en médecine, on est à la fac, on n'a pas toujours un prof à qui poser la question. Alors oui, il y a la prépa qui peut aider, on peut poser nos questions au professeur, mais pas tout le temps. Souvent, il y a du monde qui veut leur poser des questions, on n'a pas tout le temps le temps. Poser la question à la personne en face, ça peut vraiment aider, quoi. C'était quoi ton classement au semestre 1 et au semestre 2? Je sais pas si tu l'as, sans le classement global. Alors, j'ai le semestre 1, du coup, j'étais 19e au semestre 1. Et la moyenne des deux, qui est le classement du semestre 2, qui donne pas indépendamment, c'était 18e. Donc j'ai quasiment pas bougé. Écoute, tu as été vraiment généreux, tu nous as donné plein de conseils, c'est vraiment super chouette. Je te propose de passer à un jeu qui s'appelle Bonne idée ou mauvaise idée. En gros, j'ai demandé à ChatGPT, je vais aller voir un petit peu toutes ces idées qu'il t'a données. Je vais t'en lire quelques-unes et tu vas me dire si c'est une bonne idée ou pas. Ouais. Et voilà, tu vois, sans te prendre la tête. Alors, je sais pas ce qu'il va me raconter. Attention, on va découvrir ensemble, hein. Alors, attention, il y a des trucs, c'est bateau. Des fois, c'est très bizarre. Attention, t'es prêt? Réviser chaque jour plutôt que de tout cramer la veille de l'examen. Bonne idée. Ignorer les cours en ligne pour ne lire que des livres ou que des fiches. Des livres, mauvaise idée. Parce que les livres de la bibliothèque, on s'en fout, c'est pas le bon programme. Faut apprendre ce que disent les profs de la fac. Participer à tous les TD. Mauvaise idée pour moi. Mauvaise idée, j'allais pas à la fac. C'est trop lent, ça prend trop de temps. Faire des siestes de 20 minutes pour optimiser la productivité. Pour moi, mauvaise idée, les siestes, ça m'endort. Je me réveille pas du tout. Les siestes, ça t'endort. Dormir, ça t'endort. Se lever à 5 heures du matin pour réviser. Mauvaise idée, sauf si on se couche à 21h. Boire beaucoup de café pour rester éveillé. J'aime pas le café, mauvaise idée. Apprendre à méditer pour gérer le stress. Bonne idée, bonne idée. Utiliser des compléments alimentaires pour booster sa mémoire. Très farfelu là. Mauvaise idée, ça sert à rien. Ça coûte trop cher. Utiliser un tableau blanc pour résumer les cours. Ça peut, mais si c'est un tableau qui s'efface, je vois pas bien l'intérêt de les résumer puis de les effacer. Attention, attention, parce que là, c'est assez intéressant. Boire des smoothies aux épinards pour augmenter sa concentration. Ok, non, c'est nul. On oublie. Placer des figurines porte-bonheur autour de son espace de travail. Non, ça sert à rien, faut juste travailler. Réviser en marchant sur les mains pour stimuler la circulation sanguine vers le cerveau. Marcher sans. Ah, j'ai pas compris la phrase. Ouais, vraiment des trucs complètement nuls. Allez, une dernière qui est assez, je pense, qui est assez intéressante et qui va impressionner plus d'un ou plus d'une. Étudier en costume ou en robe de soirée pour se sentir important. Ah ouais, pas mal cette GPD. Non, non, survêt, c'est très bien. Il y a un truc, attends, là il me dit, et je pense que tu l'as fait aussi, c'est créer un cahier de formules et d'astuces pour chaque matière, un petit peu genre, c'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure, genre en biochimie, faut pas aller dans le détail des protéines, en biocell, oui. Ça, tu l'as fait, tu l'as écrit ou c'était genre la transmission orale? Alors, ça, c'est plutôt la transmission orale. Par contre, ce cahier dont parle ChatGPT, c'est un très bon plan pour faire un petit peu des résumés de méthodes. Par exemple, dans les matières par cœur, ça n'a pas vraiment de sens. Et dans les matières à réflexion, il y a des exercices un petit peu types, des questions types qu'on reconnaît au concours. Et là, il y a des méthodes à appliquer qu'il faut apprendre par cœur. Et donc, de les noter à un endroit dans un cahier dans l'ordre, ça permet juste de les relire avant le concours, ça peut être super. Est-ce que ça, tu peux le partager ou t'as pas le droit? Mon cahier de méthode, Ouais. alors, je sais juste pas où il est, quoi.
Bon, on va te demander de le chercher parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Bon, en tout cas, si vous voulez que j'harcèle Raphaël, envoyez des messages et puis je le ferai. Avant que tu donnes 3 conseils pour les futurs passes, ben je vous invite tous à vous abonner à la chaîne, évidemment, à liker. C'est pour sortir des classements, c'est super important. Si vous aimez ce genre de contenu, bah ça fait qu'on est en top, en position 1. Et voilà, et ça, en plus, ça m'encourage à continuer. C'est pour le moral, c'est super. Voilà, je compte sur vous. Raphaël, je t'ai absolument pas préparé à cette question-là, mais est-ce que tu aurais 3 conseils comme ça que tu pourrais extraire par rapport à tout ce que tu as dit avant? Alors, c'est pas hyper original, mais c'est important de bien, enfin, pour moi, c'est très important. Le fait de travailler, ce serait le premier conseil. Mais quand je dis ça, c'est je pense que les étudiants se posent trop de questions par rapport aux méthodes, au sommeil, au stress, aux astuces, à la couleur du surligneur qu'ils vont utiliser. Vous avez en main pour réussir votre année, c'est travailler plus que les autres. Plus on travaille, mieux ça marche. C'est quasiment mathématique. Le travail fera vraiment la différence quoi qu'il arrive. Donc, bossez beaucoup. Je dirais aussi, sur les moments où vous êtes un petit peu plus déprimé, comme moi j'ai pu l'être beaucoup, notamment au début de l'année, de savoir voilà, que ça arrive à tout le monde. C'est vraiment un truc très classique, très commun. C'est pas pour ça que c'est pas grave, hein, enfin, c'est pas, je vous dis pas de pas vous plaindre, mais c'est important parce que il y a des moments où vous serez malade, vous aurez pendant 3 jours la grippe, ça m'est pas arrivé, mais ça arrive à des potes. Vous pouvez avoir un problème dans votre famille, vous pouvez avoir plein de trucs qui vous arrivent, qui vont faire que, momentanément, vous pourrez plus bosser. Ça peut être juste une petite déprime ou un truc plus grave, mais dans tous les cas, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. On a tous des trucs comme ça, plus ou moins graves. Ce qui compte, c'est de se remettre à bosser après et c'est là où on fera la différence. Et un troisième conseil, ouais, je dirais quand même de garder, au moins une activité, moi j'en avais même 2, qui vous plaisent un petit peu pour, voilà, pas avoir la tête que dans médecine. Donc n'hésitez pas à garder, voilà, un truc et si c'est pas une passion comme ça peut tout simplement voir ses potes. Donc sortir avec ses potes. Les conseils que tu donnes, est-ce qu'ils sont un petit peu en rapport avec ce que tu peux, toi, recevoir comme inquiétude? Parce que je sais, on a discuté un petit peu avant, tu es coach chez Hermione. C'est-à-dire, en fait, tu encadres des étudiants, je sais pas combien de fois tu les appelles par mois, mais ils te partagent leurs craintes et toi, tu es là pour voir un peu les objectifs hein, de coach, quoi. Est-ce que c'est souvent ça qui pose problème? C'est-à-dire qu'il y en a trop, il y en a qui se posent trop de questions, alors qu'ils devraient arrêter de se poser de questions et juste travailler. C'est un truc que j'ai beaucoup remarqué, ça effectivement, dans les appels que je faisais avec les étudiants. C'est ça, c'est se poser trop de questions. Heu, Après, on peut pas leur en vouloir parce que, c'est la surenchère de qui aura la méthode parfaite, qui aura le meilleur truc à faire. Donc c'est normal, hein, c'est vraiment en tant qu'étudiant de se poser ces questions-là. Qui dans les moments où ça va pas, tu te dis: «Non mais j'arriverai pas à finir le programme». Peut-être, mais tant que tu continues à travailler, tu as toutes tes chances et ça va le faire. Ça, c'est vraiment une inquiétude, récurrente, donc toutes ces questions-là qui sont parfois, un peu too much par rapport à juste travailler. Et ensuite, il y a beaucoup de je reçois beaucoup d'appels du type, «J'arrive pas à me concentrer, je suis pas efficace dans mon boulot», et ça, c'est un peu ce que j'expliquais quand je détaillais mon emploi du temps. C'est qu'il faut vraiment être à l'écoute de, «Bon là, je suis en digestion, je suis pas efficace» ou alors «Là, je suis un peu déprimé, je suis pas efficace» ou à l'inverse, «Là, je suis super motivé, je suis hyper concentré» et donc du coup, de répartir les matières compliquées ou plus simples ou encore les trucs un peu plus, chiants du genre apprendre un cours par cœur versus plus stimulant, faire des QCM, des annales où on est vraiment stimulé par quelque chose. On doit répondre ou être actif répondre à des questions. Et on a un peu tous ces éléments-là qu'on peut articuler dans la journée pour, être en phase avec notre état mental, du moment, quoi. La fatigue de travailler, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que c'est très dur de travailler 12 heures par jour. On a juste la flemme, quoi. Au bout d'un moment, on est rentré dans le rythme, on a compris que c'est comme ça qu'on allait s'en sortir, on a juste plus envie, quoi. Et dans ces moments-là, il faut se rappeler, pourquoi on le fait, à quel point c'est important pour nous, il faut être discipliné et chacun trouve, voilà, ses propres ressources. Ça peut être d'écrire: «Je serai médecin» au-dessus de son lit. Ça peut être moi qui me pensais comme Batman dans ma tête. Chacun trouve ses ressources pour, continuer à travailler. Et puis ensuite, le truc que je reçois aussi beaucoup, c'est, le stress, la comparaison aux autres. Et là, pour le coup, il y a beaucoup moins d'éléments de réponse. Bon alors ChatGPT, vous conseille de méditer, pourquoi pas. Là, c'est plus compliqué, c'est très, très personnel. Comparé aux autres, c'est un peu je peux pas juste dire: «Bah, le faites pas parce que c'est pas possible». En plus, c'est un concours, donc c'est très propice à ça. Et le stress, c'est pareil, c'est très personnel, la gestion du stress, c'est vraiment très personnel. Ben, je te remercie beaucoup, Raphaël, pour cet échange qui était très riche. Je te souhaite plein de réussite dans tes études, en réanimation, en tant qu'urgentiste ou médecin-pompier, ou je sais pas trop ce que tu veux faire. Et à très bientôt. Merci beaucoup, ciao. Salut!